bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique a débuté aujourd'hui dans la ville historique de Grand Bassam. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était face aux syndicats venus de plusieurs pays africains. Les conditions des travailleurs ont été évoquées. Le chef du gouvernement ivoirien appelle à un dialogue social pour le développement de l'Afrique. La filière cacaoyère est en plein essor en Côte d'Ivoire. Une révolution est en marche. À Tiersalé, à plus de 100 km d'Abidjan, la première plantation agro-industrielle de cacao de notre pays émerge. C'est un projet ambitieux, durable et innovant qui vise à redéfinir l'avenir de la filière pour le bien-être des acteurs. Et on se mobilise justement pour des investissements dans la filière du cacao. Les ministres ivoiriens et leurs homologues des autres pays ont échangé ce mardi même à Paris. L'accès au marché européen était au menu. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani s'est entretenu avec le président de la Commission des affaires économiques, numériques et agricoles de l'Orne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution devant pousser à la paix et mettre fin à la guerre en Ukraine. Le texte a été adopté à 10 voix contre 5. Il a été validé notamment par les Américains et les Russes, excluant toute condamnation de Moscou et la défense des frontières de l'Ukraine. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par la ville historique de Grand Bassam qui abrite depuis ce matin la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique. Plus de 40 pays sont représentés et ils plongent sur l'employabilité et la transformation économique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé appelle à renforcer le dialogue social pour le développement du continent. Marie-Chantal Akanda. Un salaire juste, un emploi stable, une économie inclusive. Ces revendications sont au cœur de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique, ouverte par le Premier ministre à Grand Bassam. Plus de 40 pays y participent pour renforcer le dialogue social et trouver des solutions aux défis du travail sur le continent. C'est un plaidoyer pour que le dialogue social soit utilisé comme principal instrument de résolution des conflits et de prévention des crises sociales, comme le recommande l'Organisation internationale du travail. La nécessité d'un salaire décent, la protection sociale et une transformation économique durable alimenteront les débats. Le dialogue social reste un levier essentiel pour aboutir à des actions concrètes. La justice sociale en Afrique résonne avec acuité dans le contexte africain actuel. Le constat est que l'insertion des jeunes sur le marché du travail constitue l'un des défis majeurs de nos économies africaines. La Côte d'Ivoire, consciente de cette réalité, a fait de l'employabilité et la lutte contre le chômage des jeunes une priorité nationale. La Côte d'Ivoire a engagé plusieurs initiatives qui pourraient servir d'exemple. Entre autres, la revalorisation régulière du SMIC qui est passé de 36 000 à 60 000 francs, puis à 75 000 francs en 2023. Nous devons ensemble, gouvernement, syndicats, employeurs et sociétés civiles, œuvrer pour instaurer un cadre de concertation permanent. Le Premier ministre salue l'attitude responsable des syndicats ivoiriens et plaide pour un dialogue renforcé afin de concilier aspirations des travailleurs et exigences économiques. C'est des travailleurs que partent l'esprit de productivité, l'esprit de résultat, l'esprit de la victoire, et c'est des travailleurs que nous tirons toutes nos énergies pour consolider le progrès de nos différents pays. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame tous les travailleurs réunis ici. Le président Alassane Ouattara a instruit que le dialogue social conduise à la trêve sociale, qui est le résultat de l'intelligence de nos syndicalistes et de la volonté du président Alassane de donner à la Côte d'Ivoire la chance d'être un pays en prospérité avec toute la rigueur qu'impose la gestion d'une nation comme ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous tenons à rendre un témoignage particulier à tous ces syndicats parce que c'est grâce à eux que la trêve sociale a pu être célébrée dans notre pays depuis plusieurs années.
Le gouvernement de Côte d'Ivoire reste très attentif aux conclusions de vos travaux qui, nous l'espérons, aboutiront à des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre les gouvernements et les syndicats du monde du travail pour une paix durable dans nos États. À Grand-Bassam, le dialogue est lancé. Au terme des débats et échanges de la 15e édition de ce forum, les travailleurs aspirent à voir leurs recommandations se concrétiser en actions tangibles. Voilà l'Afrique qui s'unit, car ensemble on va plus loin. Justement, la Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent leur collaboration dans le secteur cacaoyer. Une délégation ghanéenne est en visite de travail à Abidjan. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao veulent stabiliser les revenus des agriculteurs, améliorer leurs conditions de vie. Jean-Luc Bambo pour le reportage. Ransford Anerté Abbé, fraîchement nommé à la tête du Ghana Cocoa Board, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Son message est clair. Le Ghana entend maintenir et renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Il est quand même dommage que le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui représentent 60% de la production mondiale de cacao, ne puissent pas faire bénéficier aux producteurs de la manne financière qui est donc dans le secteur du cacao. C'est pourquoi nous avons travaillé à augmenter les rémunérations des producteurs dans un premier temps. Nous avons également travaillé sur les questions concernant la contrebande du cacao vers le Ghana, mais également vers la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets stratégiques, notamment la recherche, l'adaptation au changement climatique et la lutte contre la fuite illicite du cacao vers les pays voisins. Nous allons reprendre notre coopération en renforçant la recherche agronomique. Nous allons changer notre façon de travailler et continuer à renforcer notre coopération dans tous les domaines pour la survie de nos filières. Nous avons beaucoup collaboré ces dernières années autour des questions de la coordination des salles de marché, qui nous a permis d'aboutir aux annonces de prix concomitantes dans les deux pays. Et cette coordination quand même permet de maîtriser certains problèmes autour des prix, des différenciations. Avec près de 60% de la production mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont un rôle déterminant à jouer. La visite du nouveau directeur général du Ghana Cocoa Board marque ainsi une nouvelle étape dans cette collaboration stratégique. Et justement, la filière cacaoyère est en attraction en Côte d'Ivoire. Le cacao, bien plus qu'une simple culture, est l'arbre qui fait battre le cœur de l'économie nationale. Mais face aux défis du changement climatique et à la nécessité de moderniser l'agriculture, une révolution est en marche. À Tia-Salé, la première plantation agro-industrielle de cacao du pays émerge. Un projet ambitieux, innovant et durable qui devrait redéfinir l'avenir de la filière. Le cacao, l'un des trésors les plus précieux de la Côte d'Ivoire, constitue le pilier de l'économie nationale. Avec plus de 2 millions de tonnes exportées chaque année, le pays fait face à un défi majeur, moderniser son agriculture pour produire des fèves de haute qualité tout en préservant l'environnement. À plus de 100 km d'Abidjan, dans la région de Tia-Salé, une révolution est en marche. C'est ici que se trouve la première plantation agro-industrielle de cacao du pays, un projet ambitieux qui incarne l'avenir de l'agriculture durable et innovante. C'est un projet de production agricole, spécifiquement la production de cacao, donc durable, avec zéro déforestation, zéro travail des enfants, respectueuse de l'environnement. Avec plus de 230 000 cacaoyers répartis sur 220 hectares, la plantation est entièrement intégrée dans un système d'agroforesterie sophistiqué. Notre système de production intègre donc la gestion de la fertilité des sols à travers la valorisation des résidus de récolte, notamment des coques de cacao, une lutte intégrée contre les prédateurs et les ravageurs et une biodiversité avec le planting de plus de 10 000 espèces d'arbres. Face au défi du changement climatique, nous avons opté pour une exploitation cacaoyère irriguée. Grâce à un réseau de 14 km de tuyaux d'irrigation,
Les 230 000 cacaoyers sont alimentés en eau de manière optimale. Cette infrastructure a permis à la production de passer de 170 tonnes en 2017 à 250 tonnes en 2024, avec un objectif de 600 tonnes d'ici 2026. Notre objectif est de produire un cacao premium, de haute qualité, made in Côte d'Ivoire, le cacao du Bandama. Dans l'unité post-récolte, les fèves de cacao sont méticuleusement disposées dans des caisses innovantes en forme d'escalier, amorçant ainsi un processus de fermentation d'une durée de 6 jours. Et pendant ces 6 jours de fermentation, on a un bon suivi qui est fait. La température est prise de façon suivie, qui part du premier jour au 6e jour. Parce que notre but, c'est d'avoir un cacao premium, un cacao de fine saveur. Cette approche rigoureuse permet d'ajuster les conditions en temps réel, d'optimiser la qualité des fèves et de façonner un produit de première qualité. Cette réussite est le fruit du dévouement de plus de 200 employés qui travaillent sans relâche pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. Avec un chiffre d'affaires en constante croissance, cette plantation agro-industrielle incarne non seulement l'avenir du cacao ivoirien, mais aussi un modèle de développement agricole durable et innovant pour toute l'Afrique. Voilà, la révolution qui vient de Tiersalé pour le secteur cacaoyer, c'était un reportage de Lansine Bakayoko. La coopération entre la France et la Côte d'Ivoire se solidifie. Les ministres ivoiriens et leurs homologues des autres pays ont échangé aujourd'hui même à Paris, en France. Au menu, les conditions d'accès au marché européen. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayumani, multiplie les rencontres sur place pour plus d'investissements dans le secteur cacaoyer. On retrouve Lansine Bakayoko, envoyé spécial à Paris. Ces échanges interministériels, une tradition au Salon de l'agriculture de Paris. Parmi les sujets abordés, l'urgence de densifier les synergies pour un développement agricole durable. La Côte d'Ivoire est fortement représentée à ce salon. Nous voudrions montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire a pris les normes de l'Union européenne comme un credo et nous étions déjà même en avance puisque nous avons déjà commencé avant que les normes ne soient prescrites. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, a également eu un tête-à-tête avec le président de la Commission des affaires économiques, agricoles et numériques de l'Assemblée nationale française. Et je voulais d'abord le féliciter pour le stand de la Côte d'Ivoire qui est magnifique et qui donne, je trouve, une très très belle image de votre pays, de ses productions. Et je crois que vous pouvez en être fiers. Et puis je voulais vous dire aussi qu'un territoire comme le mien, en Normandie, a besoin de la Côte d'Ivoire, puisqu'en fait, j'ai une partie de mes entreprises qui travaillent avec la Côte d'Ivoire, notamment par rapport au cacaotier. Et donc j'étais intéressé de pouvoir converser avec le ministre sur ces sujets-là, sur ces échanges économiques qu'il peut y avoir entre la France et la Côte d'Ivoire, la Normandie et la Côte d'Ivoire. Ces entretiens devraient déboucher sur des partenariats bénéfiques pour l'industrie ivoirienne du chocolat. Voilà, nous sommes à Paris, nous y restons toujours pour le SIA 2025, le Salon international de l'agriculture. Le ministère des Eaux et Forêts y participe aussi. Le ministre Laurent Tchagba valorise la promotion des produits forestiers. Il invite d'ailleurs les participants à préserver la forêt et à surtout lutter contre la déforestation. Didier Guessin est aussi sur place à Paris. Ako, fromager, framiré, niangon ou acajou. Ces échantillons d'arbres issus des forêts ivoiriennes sont présents au Salon international de l'agriculture de Paris. Le ministère des Eaux et Forêts, qui en fait la promotion, entend ainsi valoriser les produits forestiers. Le ministre Laurent Tchagba a expliqué aux participants le bien fondé du bois en tant que ressource forestière. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous luttons contre la déforestation, mais il faut garantir la sécurité industrielle au niveau du bois, parce que rien ne peut se faire dans le monde sans le bois. Nous devons faire en sorte que le bois sur le marché soit garanti pour les populations sans que cela participe à la déforestation.
Il a engagé les participants à s'investir dans la reconstitution de ces essences de valeur et à n'utiliser que le bois issu de sources durables afin de lutter contre la déforestation. Que les uns et les autres comprennent la nécessité de faire cohabiter la lutte contre la déforestation et le travail qu'il faut faire pour valoriser les produits forestiers. Divers produits de bois sont présentés au stand ivoirien, mettant en lumière l'intérêt de la valorisation des produits forestiers. Et la Côte d'Ivoire qui se positionne presque dans tous les secteurs. Le pays est justement à la tête du conseil d'administration de l'Union postale universelle et veut capitaliser ses expériences acquises au 27e congrès tenu à Abidjan, c'était en 2021, et briguer surtout le poste de vice-directeur général du Bureau international de l'UPU. Une délégation ivoirienne multiplie les rencontres au siège de l'institution en Suisse pour faire du lobbying. Envoyé spécial à Berne, en Suisse, Walter Amadou Ouattara. Au siège de l'Union postale universelle UPU à Berne, en Suisse, cette délégation ivoirienne, composée des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ainsi que de l'ARTCI et de la Poste de Côte d'Ivoire, exploite les opportunités afin de faire asseoir Isaac Nyabayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, dans le fauteuil de vice-directeur général du Bureau international de l'UPU. Laurent Assoua, conseiller technique du ministre Khalil Konaté, lève un coin de voile sur la stratégie adoptée. La Côte d'Ivoire, pays qui est l'ami de tous, ennemi de personne. Il est aussi bon de saluer, je veux dire, toute l'importance qu'a eu la Côte d'Ivoire dans le déroulement des actions du cycle d'Abidjan. Nous travaillons avec nos frères africains de l'UPAP et nous travaillons avec les autres unions. Nous avons des challenges. Je souhaiterais que nous soyons tous mobilisés pour porter très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au cours du congrès de Dubaï. L'équipe est à pied d'œuvre depuis le 17 février dernier. Elle a pris part aux travaux du conseil d'exploitation postale. Aujourd'hui, la délégation fait du corps à corps durant les différentes sections du conseil d'administration de l'UPU. Les enjeux sont importants pour le pays. C'est une union très forte de 192 membres qui a été créée en 1874, qui a fêté ses 150 ans en 2024. Et la Côte d'Ivoire a eu à abriter en 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle. Donc elle permet à la Côte d'Ivoire d'abord de parler d'égal à égal avec tous les pays du monde et bien sûr de bénéficier de toutes les innovations qui se font. L'industrie postale est en pleine mutation. Le fait de côtoyer tous les grands pays, le fait de côtoyer des acteurs innovants nous permet de capitaliser. Donc la Côte d'Ivoire gagne à tous les prix. Pour cette journée, le projet de rénovation du siège de l'UPU et les aspects liés à la gouvernance étaient sur la table. Le 28 février marquera la fin du cycle d'Abidjan entamé en 2022. Avant le 28e congrès qui se tiendra au mois de septembre prochain à Dubaï, 192 nations membres de l'UPU sont attendues à la réception d'honneur organisée par la Côte d'Ivoire le mercredi 26 février 2025. Voilà, et la Côte d'Ivoire, destination est privilégiée, abrite. Et puis ce mardi même, la première édition des journées de l'intelligence artificielle. Les acteurs de cet outil veulent faire de notre pays les centre de l'IA. Les 3 journées sont donc meublées par des panels, des conférences et expositions interactives. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation y prépare. Les détails avec Ami Darasouba et Hervé Mboua dans nos prochains journaux. La vie présente malheureusement 2 tableaux. On en arrive donc à ce drame qui a secoué le quartier Terre Rouge d'Abobo, Ndotré. C'était dimanche dernier. Les faits, l'assassinat d'Adou Aougeneba, mère de 4 enfants. Elle a été froidement poignardée à mort par son ex-petite amie qui tentait désespérément de la reconquérir après une relation tumultueuse. La ministre Nassene Batouré, au nom du gouvernement ivoirien, s'est rendue sur place. Mettre définitivement un terme à la recrudescence des cas de féminicide en Côte d'Ivoire. C'est la quintessence du message de l'émissaire du gouvernement Nassene Batouré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compatissante envers la famille de feu Aougeneba Adou. Cette mère de 4 enfants a été assassinée froidement par son ex-petite amie le dimanche 23 février 2025 à Abobo Ndotré Terre Rouge. Occasion pour elle de déplorer les arrangements à
l'amiable face aux cas de violence basés sur le genre. Ces derniers mois, les cas de féminicide ne font que se multiplier. On voudrait demander aux populations vivant sur notre sol de ne pas se compromettre dans les arrangements à l'amiable. C'est un des cas aujourd'hui. La victime a déjà été victime de violences de par son conjoint avec lequel elle vivait. Elle s'est séparée et c'est l'arrangement à l'amiable. Donc la loi n'a pas été appliquée et la deuxième fois a conduit à la perte de sa vie. Un dispositif législatif contre les violences basées sur le genre est en vigueur depuis 2019. Au vu du cas Aou Djeneba Adou, la ministre Nassénéba Touré ne compte déroger à la règle concernant son application. Elle en appelle à l'utilisation des mesures d'alerte en cas d'urgence. La police, la gendarmerie et surtout la ligne 1308 pour signaler tous les cas de féminicide. Mais on voudrait informer les populations ivoiriennes que des tests dans le code pénal, tout est mis en place pour soutenir les victimes de VBG, de violences basées sur le genre et de violences de toutes sortes. La famille éplorée est reconnaissante de la compassion du gouvernement. La visite de Madame la ministre nous réconforte et à travers elle, dit merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vraiment fait des efforts de solidarité vraiment pour tout ce qu'il fait pour la nation ivoirienne et même pour le monde entier. On souhaite que justice soit faite. Hormis cette initiative gouvernementale à l'endroit de la famille de feu Aou Djeneba Adou, une marche blanche est prévue le samedi prochain à Abobo pour dire non au féminicide. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi. C'était un reportage de Malika Koulibaly. Sur la scène politique nationale, à présent, la présidente de l'Union des femmes du RHDP vient d'effectuer une tournée. Je vous propose la région du Boukani où elle y était. Le reportage est signé Souleymane Donisongo. Les femmes du Boukani en parfaite symbiose avec la présidente de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP. Une communion pour saluer les actions de développement du président de la République. À leur côté, plusieurs cadres de la localité. Ensemble, ils réitèrent leur engagement en vue d'une victoire à l'issue des prochaines échéances électorales de 2025. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement sans faille à assurer la victoire du RHDP en octobre 2025. Arlette Badou, présidente de l'Union des femmes du parti, recommande l'entente entre les filles et fils de la région. Elle les exhorte à matérialiser le vivre ensemble prôné par le président de la République. Restons donc unis, solidaires, mobilisés et faisons en sorte que le Boukani, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, le RHDP triomphe haut les mains. La ministre Niale Kaba, fille de la région et coordonnatrice principale du RHDP dans le Boukani, adhère à cette vision. Grâce à la vision éclairée du président de la République, notre pays avance, notre pays se modernise et les femmes prennent toute leur place dans ce progrès. C'est pourquoi nous devons nous lever comme une seule femme pour assurer la continuité de cette dynamique en octobre 2025. Avant le meeting final de Bounan, Arlette Badou a parcouru les localités de Doropo, Téni et des Nations dans la dynamique des remobilisations des femmes de la localité. Et toujours sur le terrain politique, le mouvement national de Côte d'Ivoire, MNCI, a fait sa sortie officielle à Yopougon. Ce parti se donne pour credo l'unité, paix et progrès et veut mener la politique autrement en Côte d'Ivoire, privilégier les préoccupations des Ivoiriens. Ce parti entend tenir un congrès ordinaire prévu le 9 mars prochain à Traoré. Le milieu politique ivoirien vient de s'enrichir d'un nouveau parti. Il s'agit du Parti national de Côte d'Ivoire, PNCI. Pour le président du PNCI, sa formation politique a pour objectif majeur de mener le combat politique autrement et de répondre concrètement aux attentes des Ivoiriens. Et nous voulons que les Ivoiriens s'assument. Que les Ivoiriens s'assument, les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, par adoption ou par naturalisation. Les étrangers qui sont sur le sol ivoirien avec nous, que nous vivons ensemble en bonne et intelligence. Et c'est ce travail-là que le MNC est en train d'abattre
pour que nous vivons sainement sur le sol ivoirien, pour ne pas qu'il y ait d'appréhension de tout genre. À la question de savoir si cette formation politique prendra part à l'élection présidentielle à venir, son président estime que la rentrée politique du parti se penchera sur cette préoccupation. Rentrée politique prévue se tenir le 9 mars 2025. Le PNCI compte pour l'instant 1700 représentants sur toute l'étendue du territoire national. Et hors de nos frontières, depuis samedi, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, vit au rythme du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Au cœur de ce 7e africain se trouve le marché international du cinéma africain et de la télévision MICA. Et la Côte d'Ivoire, présente donc à ce rendez-vous, profite pour vendre son cinéma. Issa Tchounan-Yeo est notre envoyé spécial sur place. Le MICA, marché international du cinéma africain et de la télévision, vitrine essentielle du FESPACO, met en lumière les acheteurs. C'est aussi une lucarne pour les pays de montrer leur savoir-faire en cinéma et en télévision. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan cinématographique avec un stand. Vous savez bien que le FESPACO aujourd'hui est une institution africaine du cinéma. Et qui dit cinéma dit la culture. On ne pouvait pas, nous, en tant que ministère de la Culture et de la Francophonie, ne pas mobiliser les Ivoiriens à cette activité. Donc Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie a bien pris la disposition pour qu'une délégation forte de près d'une trentaine de personnes puisse être présente à ce festival. Des responsables de fêtières et des figures bien connues du monde du 7e art ivoirien profitent pour vendre leurs atouts. Le ministère nous a donné une opportunité de venir tisser de nouvelles relations, de rechercher des investissements et surtout de faire en sorte que notre événement qui est la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art, puisse trouver des partenaires, en tout cas pour évoluer encore plus et pour permettre une ouverture à plusieurs pays qui sont présents ici. Le fait de venir ici, c'est de voir aussi la réalité, c'est de voir le BBDA échanger avec, puisque le directeur du BBDA, le président, il est arrivé à Abidjan. Je suis venu sur place pour m'imprégner de tout ce qui est art. Je suis là dans le cadre de la promotion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. Que le salon, ce n'est pas un événement qui réunit seulement les producteurs et les distributeurs au niveau national, mais plutôt au niveau africain. Donc ici, au FESPACO, on est sur le marché MICA, marché africain du cinéma et de la télévision, justement pour lancer un appel aux producteurs et aux distributeurs à venir à Abidjan. Au dire du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le professeur Yessi, le MICA est l'occasion d'inviter les acteurs du cinéma africain à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leurs différents tournages de films. L'Arabie Saoudite est aussi au cœur de l'actualité. L'Arabie Saoudite qui célèbre la journée de la fondation. C'est un événement national du royaume et qui célèbre la fondation du premier État saoudien en 1727 par l'imam Mohamed Ben Saoud. Les détails avec Malika Koulibaly. Célébrer la gloire du premier État saoudien constitue un appel à la fierté vis-à-vis des origines profondément ancrées de l'État depuis une époque très lointaine. C'est aussi un appel à renforcer le lien entre les citoyens et leurs dirigeants. La commémoration annuelle de la fondation de l'État saoudien à Abidjan symbolise les réussites des rois, les fils du roi fondateur Abdelaziz Ben Abderrahman Al Saoud, qui ont contribué à renforcer le développement et l'unité du pays. Le royaume d'Arabie Saoudite est un modèle de paix et de bienfaisance, car il a su exploiter ses capacités politiques et économiques pour nouer des relations étroites avec les pays du monde. Le gouvernement du royaume d'Arabie Saoudite a tenu à établir des partenariats efficaces basés sur le respect mutuel et les intérêts communs, et a fait du renforcement de la paix et de la sécurité internationale son message le plus important. Occasion pour l'ambassadeur saoudien en Côte d'Ivoire de saluer le soutien constant du président de la République Alassane Ouattara au renforcement et au développement des relations bilatérales dans tous les domaines.
La journée de la fondation marque l'un des moments les plus importants pour le royaume, à savoir la fondation du premier État saoudien et la ville de Diriyah par l'imam Mohammed bin Saoud en février 1727. Une célébration approuvée le 27 janvier 2022 par un décret royal émis par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, consacrant le 22 février de chaque année à la célébration de la journée de la fondation. Toutefois, cette journée connue sous le slogan « Jour du commencement de l'État saoudien » ne remplace pas la fête nationale de l'Arabie saoudite qui a lieu tous les 23 septembre pour célébrer l'unification des royaumes du Neige et du Hejaz. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution devant pousser à la paix et mettre fin à la guerre en Ukraine. Le texte a été adopté à 10 voix contre 5. Il a été validé notamment par les Américains et les Russes. 3 ans après l'invasion russe, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, se sont donc alliés à la Russie lors de ce vote à l'ONU sur le conflit ukrainien, poussant leur idée d'une paix rapide, sans condamnation de Moscou ni défense des frontières de l'Ukraine. Et vous l'avez très bien compris, fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas. Après ce journal, la direction des magazines d'information vous invite à suivre votre émission, le débat politique. Et ce numéro du jour est consacré à la révision de la liste électorale. L'émission est présentée par Hamza Diaby, qui échangera avec les représentants de la CEI, du RHDP, du PDCI RDA et du PPACI autour du thème présidentiel 2025. Pourquoi la révision de la liste électorale divise? Très belle soirée, à demain 20h.